Bonjour Philippe Gustin. Oui, bonjour, bonjour RCI, bonjour toute la Guadeloupe. Alors va-t-on ou pas passer ce seuil épidémique aujourd'hui? Je n'ai pas encore les chiffres, vous le savez, nous vous les communiquons en fin de matinée, nous les avons nous-mêmes en milieu de matinée, donc, mais vraisemblablement nous en sommes tout proches, puisque nous sommes à 33 cas, et vous l'avez répété, le seuil épidémique est à 40. Alors le confinement est de rigueur, quel bilan peut-on faire en Guadeloupe? La population respecte-t-elle ces mesures? Alors, vous le savez, le confinement, il est effectif depuis mardi midi. Depuis lors, les forces de police et de gendarmerie ont effectué des contrôles avec une volonté en premier lieu de sensibiliser nos compatriotes guadeloupéens au respect des 3 autorisations de déplacement que je rappelle. On peut se déplacer pour se rendre au travail, pour faire ses courses, pour aller chez le médecin, pour s'occuper d'une personne vulnérable ou pour faire un peu d'exercice. De même, on a contrôlé aussi la bonne fermeture de tous les établissements recevant du public qui ne sont pas autorisés, tels que les restaurants, les bars, les discothèques. Donc on a fait plus de 600 contrôles véhicules et piétons qui ont été effectués dans la journée d'hier, avec très peu de verbalisation, donc ça veut dire que les consignes sont plutôt bien respectées. Et puis 3 bars et un restaurant qui étaient restés ouverts ont été fermés. Donc on continuera les contrôles aujourd'hui, surtout que c'est un jour férié. Je rappelle quand même quelque chose d'important, c'est que pour les activités sportives, il faut quand même s'aérer un petit peu. Si on peut aller courir seul sur une plage, eh bien les regroupements n'y seront pas tolérés. Et je rappelle que les contrevenants s'exposent à une amende qui peut aller jusqu'à 135 euros. Alors Philippe Gustin, il y a malheureusement chez nous une frange de la population en situation d'illettrisme et qui n'a donc pas bien saisi le message concernant ces attestations. Que se passe-t-il lorsque ces personnes se font contrôler? Alors pour l'instant, encore une fois, on est dans la pédagogie, mais lentement mais sûrement, on va passer, je vous dis, à la phase répression. Donc nous expliquons, nous réexpliquons. Je rappelle aussi que toute la population n'a pas obligatoirement d'imprimante, donc on peut reprendre de manière manuscrite cette attestation sur l'honneur. Je rappelle qu'il s'agit de ça, expliquant pourquoi on se déplace, et les forces de police et de gendarmerie sauront être compréhensives à partir du moment où les personnes seront en capacité de présenter un document. Alors certaines voix se sont élevées concernant le volet aérien, avec notamment les vols transatlantiques. Qu'en a-t-il concrètement? Alors j'ai pris hier, vous savez, un arrêté important qui limite les transports aériens entre la Guadeloupe et la métropole. Quel est le but recherché? Il s'agit tout d'abord de faire repartir au plus vite les touristes qui sont en Guadeloupe. Nous estimons à peu près qu'ils sont 15 000, 17 000. Et donc c'est ce qui est en train de se faire. L'idée, c'est d'arriver à en faire repartir un maximum, voire la totalité, avant dimanche soir, dimanche prochain. Deuxièmement, il s'agit de définir les modalités d'accueil pour l'avenir. Donc concrètement, nous ne recevrons plus de touristes, nous ne recevons d'ailleurs plus de touristes, mais uniquement des passagers qui se déplacent pour un motif familial impérieux, pour des motifs de santé ou pour des raisons professionnelles insusceptibles d'être différées. Ça veut dire concrètement, il faut à tout prix qu'ils viennent. Et il faudra justifier auprès de sa compagnie aérienne les raisons de son voyage et se conformer naturellement, quand on arrivera ici en Guadeloupe, au confinement à l'arrivée. Philippe Gustin, un mot sur le Costa Favolosa. Il est en Guadeloupe. Les passagers repartent quand en Argentine? Alors, il n'est pas en Guadeloupe, il est au large de la Guadeloupe. Il reviendra à quai pour débarquer le reste des passagers qui, vous l'avez dit, sont essentiellement des citoyens argentins. Nous avons connu les plus grandes difficultés pour organiser le départ de ces passagers. Je vous rappelle qu'en tout, si on fait le compte des 2 bateaux, on avait à peu près 4500 personnes à gérer. On l'aura fait quand même en un temps record, eu égard à la difficulté engendrée par la crise sanitaire. Alors, il y a quelques jours, le maire de Terre-de-Haut a pris un arrêté pour interdire l'accès à sa localité. Hier soir, ce sont les maires de Marie-Galante qui ont décidé de fermer l'accès à leur territoire. Cela vous inspire quoi? Ça m'inspire beaucoup d'inquiétude. Moi, je peux comprendre la volonté de ces territoires des dépendances de se protéger. Je fais une différence entre Terre-de-Haut et Marie-Galante, parce que Terre-de-Haut, il y aura encore une rotation, même 2 rotations par jour. Pour Marie-Galante, c'est la fermeture complète. Donc je m'inquiète parce que les approvisionnements de médicaments, le traitement de certains malades sera interrompu, sans parler des situations extrêmement dramatiques qu'on a pu connaître hier. Une mère de famille, jeune mère de famille, qui était à Pointe-à-Pitre et qui venait d'accoucher il y a quelque temps d'un bébé et qui l'allaitait, et son bébé était resté à Marie-Galante. Vous imaginez la situation catastrophique. Donc concrètement, à partir du moment où, comme je l'ai dit tout à l'heure, nous arrêtons les flux de touristes vers la Guadeloupe, je ne vois pas ce qui empêche
empêche de maintenir une rotation quotidienne, avec naturellement les contrôles qui iront bien pour s'assurer que c'est bien des personnes qui résident à Marie-Galante, mais ne serait-ce que pour les cas que je vous évoquais tout à l'heure, les malades qui doivent suivre des thérapies. Par exemple, on ne peut pas accoucher à Marie-Galante. Donc, il faut maintenir un minimum de rotation entre Marie-Galante et la Guadeloupe continentale. Et que dit la loi à ce niveau ? La loi est assez floue. Donc concrètement, moi, c'est le juge qui décidera. Je vais sans doute déférer ces arrêtés qui ont été pris par les différentes communes et on verra ce que le juge dit. Mais la question n'est pas la question de la loi. La question, c'est surtout le pragmatisme. Concrètement, je comprends de nouveau la volonté de se protéger, mais pour autant, on risque de mettre les populations en danger. On parle de confinement, Philippe Gustin, mais également de l'impérieuse nécessité de se laver les mains le plus fréquemment possible. Mais comment on fait lorsqu'on n'a pas d'eau ? C'est naturellement une préoccupation qui me remonte de partout. Vous savez que la question de l'eau en Guadeloupe est vraiment intolérable. Donc concrètement, j'ai pris un arrêté hier soir, il sera publié ce matin, pour me substituer aux mairies défaillantes, des communes qui sont dans le périmètre du SIAG essentiellement et qui sont touchées par des coupures d'eau, qui sont encore plus intolérables aujourd'hui avec cette crise sanitaire. Donc concrètement, nous allons mettre en place des fontaines d'eau pour que la population puisse au moins avoir accès à l'eau pour se laver et pour des besoins non alimentaires. Cela concernera les communes de Saint-François, de Sainte-Anne, de Gosier, de La Désirade et de Petit-Bourg. Parlons, si vous le voulez bien, du chantier du futur CHU. On a eu beaucoup de questions, notamment d'auditeurs. Va-t-il ou non se poursuivre ? Et si oui, pourquoi ? Moi, je souhaite rappeler quand même un point fondamental. Dans la guerre que nous menons aujourd'hui contre le virus, toute la chaîne logistique doit être opérationnelle sous peine de bloquer le système et de mettre rapidement en danger la vie des Guadeloupéennes et des Guadeloupéens. Je rappelle, les déplacements sont autorisés pour travailler. Travailler à partir du moment, naturellement, où les entreprises assurent la garantie et la sécurité sanitaire de leurs salariés. Donc le chantier du CHU, on sait à quel point il est impérieux et que tout retard que nous aurions pourra être vraiment dommageable à l'avenir. Donc vraiment, j'insiste sur le fait que quand c'est possible, on doit privilégier le télétravail, mais quand ce n'est pas possible, sous réserve de garantir la sécurité sanitaire de ses salariés, et sur un chantier, c'est possible, moi je souhaite que l'on puisse poursuivre ces chantiers, mais aussi d'autres métiers et d'autres actions qui sont incontournables pour justement maintenir cette chaîne logistique. On a besoin, naturellement, pour aborder cette crise, pour assurer les soins, il faut des médecins, il faut des infirmières. Mais ces médecins et ces infirmières, ils ne pourront pas continuer à faire leur métier et leur dévouement formidable si nous n'avons pas aussi des agents de maintenance, si nous n'avons pas des agents pour faire les repas, si nous n'avons pas des agents pour gérer les approvisionnements. Et de la même manière, pour permettre aux soignants de faire leur métier, il nous faut de l'eau, il nous faut de l'électricité. Donc concrètement, je rappelle, si un maillon de la chaîne vient à manquer, c'est tout le système qui va s'écrouler. Donc j'en appelle vraiment au devoir de chacun pour ne pas ajouter de la crise à la crise. Dans cette crise, Philippe Gustin, qu'est-ce qui aurait pu ou dû être, selon vous, mieux géré ? Je pense qu'on fera le bilan après. Vous savez, quand on est dans une crise, j'entends, moi, toutes les critiques, Faucon, Yaka. Je suis surtout très sceptique par rapport à ceux qui, tout d'un coup, c'est la même chose pour ceux qui veulent être entraîneurs de l'équipe de France, qui, tout d'un coup, s'érigent en médecins, expliquent ce qu'il faut faire. Je mets en garde vos auditeurs sur le fait qu'aujourd'hui, dans cette crise, ce qui est important, c'est d'abord de respecter les consignes, deuxièmement, de garder son calme, troisièmement, de développer son civisme, parce qu'il faut que chacun d'entre nous est responsable de sa propre santé et de la santé des autres, c'est-à-dire s'il doit, parce qu'il est positif, rester chez lui et ne pas avoir de contact, il faut respecter ces consignes. Et puis deuxièmement, chacun est responsable parce qu'il a un rôle à jouer dans la chaîne. Et c'est important que cette chaîne ne soit pas rompue parce que sinon on risque de mettre en danger les Guadeloupéennes et les Guadeloupéens. Vous voyez des secteurs comme la livraison, la construction, l'agriculture, le nettoyage, la réparation, tous ces secteurs peuvent continuer à
travailler aujourd'hui, je le répète, sous réserve de garantir la sécurité sanitaire des salariés, donc ça nécessite des adaptations bien souvent, mais si ces secteurs-là s'écroulent, c'est l'ensemble de la pyramide qui va s'écrouler avec énormément de dangers à la clé. Alors, on a aussi eu beaucoup de questions, vous l'imaginez, qui nous sont parvenues, de personnes qui accompagnent des personnes âgées. Concernant la distribution de masques, quel message vous pouvez adresser à ces personnes qui se sentent un peu exclues du dispositif prévu ? La question des masques est vraiment centrale. On sait bien qu'il y a un manque. Vous savez que le gouvernement a annoncé la livraison sur l'ensemble du territoire de 15 millions de masques. Ils vont arriver aussi en Guadeloupe. Et donc, ça ressort plutôt du domaine de la directrice générale de l'ARS. Nous avons un plan de distribution, en tout cas de ces masques, pour toutes les populations, et celle que vous avez citée est importante, qui sont dans le sphère médico-sociale. Concernant la garde d'enfants, avec les personnels notamment qui sont chargés de s'occuper de la santé des Guadeloupéens, quelles dispositions ont été prises ? Vous pouvez nous les rappeler ? Alors, depuis lundi, je vous rappelle, les crèches, les établissements scolaires sont fermés. Cependant, nous avons mis dès lundi un service en place pour prendre en charge les enfants des personnes indispensables à la gestion de la crise. En premier lieu, les personnels de santé. Moi, j'ai réquisitionné des crèches qui peuvent accueillir d'ores et déjà des enfants avec un maximum de 10 enfants, chacune naturellement en stricte application des dispositions sanitaires qui permettent d'éviter la propagation du virus. De la même manière, des écoles, des collèges peuvent accueillir les enfants de ces personnes indispensables à la gestion de la crise. Si vous êtes concerné, n'hésitez pas à aller sur le site de la préfecture. On est assez surpris, on a très peu de gens qui bénéficient de ce dispositif. Donc allez sur le site de la préfecture, sur le communiqué de presse qui a été publié hier sur ce sujet-là, et vous retrouverez les sites internet à la fois pour les crèches et les établissements scolaires qui vous permettront de vous inscrire sur ces sites-là et d'en faire bénéficier vos enfants. Autre situation qui inquiète certaines personnes, c'est celle des sans domicile fixe. Situation problématique. Que faire pour leur confinement ? Alors d'abord, je rappelle que les CHRS de Guadeloupe, conformément à ce qui a été décidé, sont tous ouverts. Deuxièmement, ils ne sont pas saturés. Je peux vous donner la situation à hier soir. Nous avons en tout 175 places dans les CHRS, donc ces résidences qui accueillent les sans-abri. 35 places étaient disponibles hier soir. Deuxièmement, nous poursuivons, et j'en remercie la Croix-Rouge, nous poursuivons les maraudes qui, tous les soirs, permettent d'apporter des repas ou des kits d'hygiène aux plus démunis. Et en cas de besoin, si nous constatons, ces maraudes permettent aussi de contrôler la santé des personnes qui sont dans la rue, en cas de besoin, nous avons prévu et nous réquisitionnerons un CHRS spécifique, vraisemblablement dans un hôtel, pour prendre en charge les malades. Alors, quid, on imagine cette crise va impacter énormément l'économie locale, avec beaucoup de questions des entrepreneurs qui se demandent concernant justement la flexibilité des dispositifs. Quel message, pour les rassurer, pouvez-vous leur donner ce matin ? Premier message, je l'ai déjà dit tout à l'heure. 1, on privilégie le télétravail quand on peut. 2, quand on ne peut pas privilégier le télétravail et qu'on est en capacité de mettre en place les mesures de sécurité sanitaire des salariés, qui sont les mesures barrières qu'on évoquait tout à l'heure, eh bien on poursuit cette activité. C'est vraiment capital. S'il n'y a qu'un message à retenir de mon interview, c'est celui-là. Parce que je suis, moi, extrêmement soucieux que la chaîne ne se brise pas. Je peux vous donner un exemple rapidement. Hier matin, j'ai eu, parmi les milliers d'appels que je reçois, j'ai eu un appel d'une structure justement qui gère l'eau et qui me dit les femmes de la société qui nous fait le ménage dans les bureaux ne vient plus. Donc les agents disent que les conditions ne sont plus réunies, qu'ils vont faire leur droit de retrait, qu'ils ne vont plus travailler. Donc concrètement, ça veut dire qu'on n'aura plus d'eau. Donc ça veut dire que l'hôpital demain n'aura plus d'eau. Donc ça veut dire qu'on ne peut plus fonctionner. Donc vous voyez, la chaîne, elle commence vraiment et chacun est indispensable à la chaîne, de la femme de ménage jusqu'au médecin, de celui qui fait les repas jusqu'à celui qui s'occupe de la réparation des véhicules, parce que si les véhicules ne sont pas réparés, on ne peut pas circuler. Voilà, vous voyez, chacun porte en lui cette responsabilité. Donc j'insiste là-dessus. Et puis quand le télétravail n'est pas possible, eh bien il y a tous les dispositifs qui ont été annoncés et mis en place par le gouvernement, en particulier sur la prise en charge du chômage partiel,
par tout ce qui peut être apporté comme aide aux entreprises en termes de report de charges, etc. Toutes ces mesures sont désormais bien connues des entreprises et vous pouvez les retrouver de même comme l'ensemble des informations sur le site de la préfecture. Alors, en fait, pour préciser ma question, je parlais surtout des dispositifs après cette crise, la flexibilité, puisque effectivement beaucoup de chefs d'entreprise nous disent effectivement que c'est un peu flou. L'État va aider, va être quelque part en État, on peut le dire, providence. Justement, c'était par rapport à ça le côté, la question que je posais. Alors moi, je vais retourner votre question à l'envers. Moi, ce qui m'importe, et c'est vraiment dans toute gestion de crise, et celle-ci est vraiment unique, exceptionnelle, mondiale. Nous sommes habitués aux crises en Guadeloupe avec les différents événements climatiques. Mais là, cette crise, elle concerne le monde entier. Donc concrètement, ce qui est important, c'est dur, je le sais bien, mais c'est de se projeter dans l'avenir. C'est-à-dire comment est-ce qu'on va redémarrer ? Comment est-ce qu'on redémarrera en n'ayant vraiment pas cassé la machine ? Et c'est important vraiment, dans la gestion de la crise actuelle, de s'assurer que la machine fonctionne encore à minima, que, vous le voyez, ça va vous sembler peut-être éloigné, mais la gestion du dossier des croisières, c'est-à-dire le fait qu'on mette tant d'énergie pour faire repartir des croisiéristes et qu'on le fait dans des conditions qui sont extrêmement compliquées, mais que nous voulons vraiment les plus respectueuses d'abord de la vie et puis de la tradition de la France d'accueil. C'est important parce que ces croisiéristes qui auront vécu vraiment des moments assez compliqués, eh bien moi j'espère qu'une fois la crise passée, ils reviendront et qu'ils se souviendront qu'au moins en Guadeloupe, on n'a pas refusé que leur bateau accoste, qu'on s'est occupé de les faire repartir en mettant en place naturellement toutes les mesures sanitaires adéquates. Voilà, c'est ça la préparation de l'avenir. Et nous aurons l'occasion, et je sais que vous avez Bruno Blandin après moi dans votre émission. Merci de l'annoncer. Nous travaillons avec naturellement les socioprofessionnels à réfléchir déjà, et pas seulement à réfléchir, c'est d'abord veiller à ce que la machine ne soit pas complètement cassée, même pas cassée du tout, faire en sorte qu'on rentre en sommeil et qu'on sauvegarde d'abord, la priorité c'est quand même, ce sont les salariés, ce sont les emplois, parce que derrière les emplois, il y a des compétences et qu'il faut vraiment que ces compétences, elles soient maintenues et qu'on puisse avoir donc ces dispositifs de chômage partiel qui ne coupent pas le lien entre l'employeur et le salarié pour pouvoir redémarrer au plus vite et je l'espère dès que cette crise sera passée. Merci à vous Philippe Gustin d'avoir répondu ce matin à toutes nos questions.